Alors bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Émilie, je suis juriste et je suis directrice adjointe sur le CIDFF de Paris. Le CIDFF de Paris, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. On a un réseau national, donc, moi je suis que sur Paris, mais on appartient à la Fédération nationale des CIDFF. Vous trouverez 98 CIDFF en France, 13 fédérations régionales, donc on est quasiment dans chaque département. Je dis quasiment parce qu'il y en a quelques-uns où on n'est pas encore. Mais si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. En tout cas, les CIDFF, ils existent depuis 1972, enfin la Fédération nationale existe depuis 1972. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a un agrément de l'État où on a des juristes professionnels. On a l'obligation d'avoir des juristes avec un diplôme de Bac+4 ou Bac+5 minimum. Je le dis parce que justement, l'élément central des CIDFF, c'est l'accès au droit. Et donc, nécessairement, c'est un accès au droit qui est fourni par des juristes professionnels. On fait plein d'autres choses aussi. On fait de l'accès à l'emploi, on fait de la formation, de la sensibilisation. Et après, chacun peut avoir des spécificités qui peuvent être différentes en fonction des endroits et des régions. Nous, sur Paris, je vais rester focus sur Paris, on est spécialisé vraiment sur les violences conjugales. Et dans ce cadre-là, effectivement, on travaille de manière assez en lien avec les institutions judiciaires, avec le tribunal judiciaire de Paris, avec la police aussi, bien évidemment, et notamment, on a une convention qui est liée sur les ordonnances de protection. L'idée, aujourd'hui, pour moi, n'était pas forcément de vous dire uniquement que notre pratique, mais aussi donner quelques éléments juridiques. Il y avait quelques questions tout à l'heure, parce que la justice, le droit est toujours assez compliqué, donc je vais essayer de rendre accessible le droit. C'est une passion chez moi de le rendre accessible, donc si j'y arrive, ça sera pas mal. Mais l'objectif, c'est pas quand vous sortez de là de me dire super, je suis juriste, je peux faire des ordonnances de protection. Je préfère être clair avec vous, parce que combien de fois on voit des gens qui ont eu des ordonnances de protection réalisées par des non-juristes et qui du coup sont malheureusement mal faites, ça reste une procédure judiciaire, et qui des fois ça met en difficulté les femmes dans le cadre de leur parcours. Donc je préfère quand même le dire, c'est pas là en m'entendant une demi-heure, vous allez être des juristes. J'aimerais bien, ça m'aurait facilité mes études, mais c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que déjà, à main levée, là, comme ça, vous avez déjà entendu parler de l'ordonnance de protection? Ah, c'est cool. Du coup, j'ai plus rien à dire. Si, quand même. Ok. C'est intéressant parce que vous êtes nombreux, du coup, à en avoir entendu parler. La réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en France, sur les chiffres qu'on a, donc les chiffres judiciaires, il y a, en 2024, 6800 ordonnances de protection qui ont été demandées. On estime, dans les chiffres donnés par la MIPROF, qu'il y a plus de 270 000 femmes victimes de violences conjugales. Alors certes, l'ordonnance de protection, c'est un bel outil qui ne va pas être possible pour toutes les femmes, très clairement, mais on se rend compte effectivement que c'est un outil qui est très très peu utilisé. À Paris, pour vous donner un peu une idée, il y en a 262 qui ont été demandés en 2024. Ce qui paraît ridicule comme chiffre, mais au niveau national, c'est assez ridicule, donc on est assez cohérent. L'ordonnance de protection, c'est un outil qui existe depuis 2010 aujourd'hui, qui a été réformé en 2021, puis à nouveau réformé l'année dernière en 2024, avec des réformes qui sont plutôt assez intéressantes et qui ont ouvert cette possibilité-là. C'est quoi l'ordonnance de protection? C'est une demande qu'on va faire devant un juge aux affaires familiales, et c'est une demande qu'on va faire qui est une demande très hybride pour la justice, parce que c'est une demande, ce qu'on appelle civile, mais avec des mesures qu'on appelle pénales. Alors là, quand on ne connaît pas trop le civil pénal, on se demande de quoi je vais parler. Mais en fait, effectivement, la justice fonctionne à l'heure actuelle en silo. Il y a le civil d'un côté, donc tout ce qui va être les affaires familiales, notamment avec la garde des enfants, le divorce, les questions de séparation, etc. Puis vous avez le pénal de l'autre côté, avec ça va être quoi? Ça va être les infractions, ça va être le dépôt de plainte, le tribunal correctionnel, cour d'assises, etc. Et ça fonctionne en silo. L'ordonnance de protection, quand ça a été créé, ça a été révolutionnaire, c'est de dire, chez un juge aux affaires familiales, on va pouvoir prendre des mesures avec des interdictions de contact, on va pouvoir essayer de mêler tout ça. C'est pour ça que c'est très intéressant et très important dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales. Et ça va permettre aux femmes victimes, alors aux victimes bien évidemment, parce que le droit ne fait pas de différence homme-femme, bien évidemment, mais clairement, je vais souvent dire la femme victime, c'est aussi la réalité de ce qui se passe. Donc du coup, effectivement, la femme victime va pouvoir faire une demande. Mais comme c'est une décision civile, ça veut dire que c'est à la femme, la personne victime, de faire la demande d'ordonnance de protection. Pour le faire, c'est pas compliqué. Elle fait un petit dossier, elle le dépose au tribunal. Facile. Elle n'est pas obligée d'avoir un avocat. Je le dis aussi, c'est une procédure qui n'est pas très compliquée en soi et qui peut se faire sans avocat. Mais ça reste une procédure judiciaire et donc c'est mieux d'avoir un avocat quand même.
On a quand même, et je le dis au cas où, si vous êtes avec une personne qui n'a pas d'avocat, par choix ou non par choix, mais en tout cas qu'elle n'en a pas, la procédure est tellement facilitée que c'est même plus elle qui saisit l'huissier. Il y a besoin de saisir des huissiers dans le cadre de procédure. Quand on est sans avocat, c'est même plus elle qui le fait, ce qui est une exception par rapport aux procédures habituelles. Donc on a vraiment essayé de faciliter au maximum, parce qu'en fait, avant, quand elles n'avaient pas d'avocat, elles saisissaient pas l'huissier, et du coup, la procédure tombait, parce que si elles ne faisaient pas les actes de procédure, ça ne marchait pas. Donc on a vraiment facilité. Bon, ça c'est facilité depuis 2021, c'est quand même assez tôt. Donc vous pouvez aussi avoir un avocat. Exception avec l'ordonnance de protection, on peut demander l'aide juridictionnelle sans aucune condition de ressources. Ce qui veut dire que même si vous dépassez les plafonds habituels de l'aide juridictionnelle, vous pouvez faire une demande sans condition de ressources. Donc ce qui permet vraiment d'ouvrir au maximum à tout le monde les droits. Il n'y a pas non plus, je le redis au cas où, il n'y a pas non plus de question d'être avec un titre de séjour en situation régulière ou administrative. On s'en moque. Donc on peut faire une demande d'ordonnance de protection, ça s'adresse à tout le monde. Accessoirement, je le dis quand même, mais depuis 1 an et 2 ans maintenant, à force, je ne sais plus, les dates avancent trop vite, on peut faire une demande d'aide juridictionnelle même si nous ne possédons pas un titre de séjour, pour n'importe quelle demande. C'est une décision du Conseil constitutionnel, hein, donc il n'y a pas le choix, c'est comme ça s'applique. Avant c'était interdit, mais c'était illégal. Quand le Conseil constitutionnel est passé par là, il a enlevé ça. Donc l'ordonnance de protection, on saisit donc avec ou sans avocat, et on est quoi ? 2 critères. Il n'y a que 2 critères pour demander une ordonnance de protection, c'est pas énorme. Premier critère, c'est la vraisemblance des violences. Et je le précise bien, le texte précise et parle de vraisemblance. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir réellement vécu des violences, en tout cas il ne faut pas forcément prouver la réalité des violences, il faut juste prouver avec un faisceau d'indices qu'il y a eu des violences. C'est quand même assez différent. Deuxième critère, qui est aussi un critère très important, c'est un danger actuel. Ce qui veut dire quoi ? Et c'est aussi pour ça, si madame part de la maison, qu'elle va se mettre en protection quelque part, notamment dans de la famille, imaginons, elle reste 6 mois, 7 mois, et puis une fois ça fait 6 mois, 7 mois, elle se sent mieux, elle se sent plus à l'abri, et elle décide de faire une demande d'ordonnance de protection. Sauf que pendant les 6 mois, 7 mois, monsieur ne l'a jamais contacté. Le danger, quand bien même il y avait des violences, quand bien même elle était en danger, depuis 6 mois, elle n'y est plus en danger pour la justice, et donc elle ne pourra pas bénéficier d'ordonnance de protection, ça fait trop longtemps qu'elle sera partie du domicile. Si elle est partie se protéger, se mettre en protection, mais par contre que monsieur continue le harcèlement, c'est pas parce qu'à la rigueur il n'y a plus de danger physique immédiat qu'il n'y a plus de danger actuel, et donc bien évidemment elle pourra faire une demande d'ordonnance de protection. Donc attention, effectivement, c'est pas le simple fait de partir qui va décider ou non s'il y a danger ou pas, c'est est-ce qu'effectivement il y a un danger réel qui existe et qui est actuel. La vraisemblance du danger, comment on peut le prouver ? Il y avait une question à un moment donné ce matin, effectivement, quand on parlait de violence psychologique. Alors en fait, pour l'ordonnance de protection, toutes les preuves sont possibles. La plainte est une preuve, mais la plainte n'est pas obligatoire. On peut faire une demande d'ordonnance de protection sans dépôt de plainte. Moi, j'aime bien le conseiller, quand même, la réalité. J'aime bien dire que c'est intéressant d'avoir un dépôt de plainte parce que ça fait un élément de preuve. Mais par contre, si on a des éléments de preuve sans dépôt de plainte, allons-y gaiement. N'hésitons pas, faites une demande d'ordonnance de protection. J'en vois aussi qui passent comme ça, fort heureusement. Ça peut être des témoignages, des attestations. Donc là, notamment, vous êtes beaucoup de professionnels, vous accompagnez, madame vous a parlé des violences, n'hésitez pas à rédiger une attestation. Vous n'attestez rien d'autre que ce que madame vous a dit. Je ne vous demande pas d'aller inventer quoi que ce soit, mais c'est des éléments qui vont être extrêmement importants. Ça peut être un certificat médical, ça c'est aussi un élément de preuve qui va être intéressant. C'est pour ça que quand vous avez quelqu'un qui est victime de violence, de ne pas hésiter, même si elle veut faire aucune procédure, d'aller chez le médecin et de faire consigner ce que le médecin peut constater. Donc si c'est des blessures physiques, effectivement, un bleu, ça se constate assez bien, mais une détresse psychologique, les médecins, ça peut se voir, on peut garder des ordonnances éventuellement d'antidépresseurs, etc. Donc plein de choses, on peut quand même garder ça en élément de preuve. Et puis, on peut aussi, sur les violences psychologiques, enregistrer une personne. On a le droit d'enregistrer une personne à son insu, si et seulement si, je mets bien un critère très important, parce que sinon de base c'est interdit, mais on a le droit d'enregistrer une personne à son insu, si et seulement si c'est une preuve d'une infraction pénale, et que cette preuve-là, vous pouvez la transmettre, notamment dans le cadre d'un dépôt de plainte. Ce qui veut dire que si jamais il y a des violences psychologiques, on peut conseiller à madame d'enregistrer monsieur avec le téléphone dans la poche pour que ça se voit le moins possible, bien évidemment. On ne la met pas en danger pour l'enregistrement, ça c'est extrêmement important. Elle peut éventuellement enregistrer. Dans ces cas-là, c'est là où le dépôt de plainte sera intéressant, puisqu'elle va
au commissariat, elle dépose plainte, elle fait écouter les enregistrements, ils sont retranscrits dans la plainte, et la plainte, elle la met dans le dossier d'ordonnance de protection, et donc là, on a quelque chose d'écrit qui est complètement recevable en justice pour l'ordonnance de protection, qui permet notamment, par exemple, de prouver les violences psychologiques. Donc ça peut être des éléments de preuve. L'ordonnance de protection est aussi valable dans un autre cas qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'il est aussi possible dans le cas des mariages forcés. Si jamais on a un risque de mariage forcé, alors bien d'accord, on est plutôt sur un risque, s'il est déjà fait le mariage forcé, l'ordonnance de protection ne sert à rien, mais par contre, s'il y a un risque de mariage forcé et qu'on est majeur, quand on est mineur, c'est un juge des enfants qu'on saisit, c'est pas la même chose, mais quand on est majeur, on peut saisir le tribunal pour un risque de mariage forcé et demander une interdiction de sortie de territoire qui soit prononcée par un magistrat notamment, avec une interdiction de contact aussi accessoire de l'auteur, et donc du coup, on peut obtenir, l'ordonnance de protection peut servir à ça. Quand effectivement on fait la demande, on va faire donc cette demande, il y a toute une procédure à respecter, mais l'ordonnance de protection, aujourd'hui, nos textes nous le permettent. Alors je ne connais pas toutes les juridictions de France et de Navarre, mais la majorité quand même, beaucoup les respectent, puisqu'aujourd'hui l'ordonnance de protection doit être rendue dans les 6 jours, à partir du moment où on a déposé le dossier. Donc c'est très rapide. Et pour ceux qui sont un peu confrontés à la justice, vous vous rendez bien compte que 6 jours dans le monde de la justice, c'est exceptionnel. Tout en ayant à l'esprit, sur Paris, c'est en gros respecté. Je vous dis, je connais pas toutes les juridictions, mais quasiment toutes les juridictions, en tout cas d'Île-de-France, le respectent, ce délai. Alors peut-être que c'est 7 pour certains, je ne vais pas dire l'inverse. Et c'est 6 jours à partir du moment où on a déposé le dossier. C'est-à-dire que si elle met 3 mois avant de le réfléchir, de constituer son dossier, ces 3 mois-là ne comptent pas, bien évidemment. Mais c'est vraiment une procédure d'urgence. Et on a même, depuis 2024, une procédure d'urgence spécifique qui a encore été plus accélérée, parce qu'on peut obtenir une ordonnance de protection en 24 heures, ce qu'on appelle une ordonnance de protection provisoire immédiate. Et donc ça, c'est la petite nouvelle depuis 2024. Dans cette ordonnance de protection provisoire, ce n'est plus madame qui fait la demande, c'est directement le parquet, qui est donc au courant de la situation, donc potentiellement là le dépôt de plainte peut être intéressant, il est au courant de la situation et c'est lui, parce qu'il y a un danger, va aller encore plus vite, entre guillemets, que la musique, et va saisir directement le juge des affaires familiales. L'ordonnance sera donc rendue en 24 heures, sans aucune audition, ni de la personne victime, ni de la personne auteur, uniquement sur le dossier qui aura été fait par le procureur de la République. Mais bien évidemment, elle est provisoire et donc derrière, on doit faire une demande d'ordonnance de protection classique, même si le délai est de 6 jours derrière. On essaye vraiment d'agir dans l'urgence. Je vais vous donner l'exemple dans lequel une situation, sur Paris, ils en font. Ça, les magistrats ont un peu du mal à s'en saisir parce que, encore une fois, le côté silo que j'évoquais avant est tellement présent qu'ils ont un peu du mal. Une situation qui est arrivé cet été chez nous. Nous, on a été saisis effectivement suite à un dépôt de plainte de la personne. La police, du coup, dans le cadre de notre convention, nous saisit en nous disant Madame est OK pour une ordonnance de protection. Et nous demandons en plus une évaluation du danger de la situation dans le cadre du dispositif du téléphone grave danger. En contactant les magistrats, en fait, on comprend que monsieur n'a pas pu rester en garde à vue parce que son état de santé était incompatible avec la garde à vue. Il a été hospitalisé. Donc du coup, en fait, ils n'ont pas pu ce qu'on appelle le déférer, c'est-à-dire le faire venir au tribunal pour lui donner une convocation et lui donner une interdiction de rentrer en contact avec madame. Du coup, il était en liberté. Il a été hospitalisé, mais dès qu'il se lève et qu'il sort, il allait être convoqué plus tard. Danger assez important de la situation, très important de la situation. Donc tout le monde est un petit peu sur les dents, mais juridiquement la justice est un petit peu bloquée. Et donc du coup nous on évalue, on dit effectivement il y a danger, on va faire la demande d'ordonnance de protection, mais il y a des délais. Et du coup là le parquet, ce qu'il a décidé de faire, il voulait lui donner le téléphone grave danger, mais pour le téléphone grave danger il faut une interdiction de rentrer en contact. Du coup on n'avait rien. Et donc là, le parquet a décidé de faire cette OPPI, c'est le nom court d'ordonnance de protection provisoire immédiate, fait cette OPPI, on est donc saisi je crois que c'était le 3 juillet, le 4 juillet, du coup, dans les discussions qu'on a fait la saisine, et le 4 juillet au soir, madame pouvait avoir le téléphone grave danger, l'ordonnance de protection provisoire était rendue, monsieur avait une interdiction de contact, et ensuite on a mis en mouvement la chaîne judiciaire classique. Donc effectivement, ça pouvait être utile, puisque du coup, on a pu permettre de mettre madame en protection en moins de 24 heures. Bon là c'est super, ça a bien fonctionné, je dis pas que tout fonctionne toujours bien, qu'on soit bien d'accord, je
donne quand même les exemples où ça fonctionne bien, mais il y en a où ça fonctionne moins bien. Donc en tout cas, c'est une nouveauté qui est assez intéressante, assez utile et qui peut effectivement se mettre en mouvement et la justice peut elle-même saisir. Alors qu'est-ce qu'on peut demander quand on a une ordonnance de protection ? Première mesure qu'on veut demander, notamment la mesure qui en général intéresse le plus, c'est l'interdiction de rentrer en contact avec monsieur, en tout cas que l'auteur, et l'interdiction de rentrer en contact avec la victime. Il peut aussi avoir l'interdiction de rentrer en contact avec d'autres personnes. On pense en général aux enfants dans ce cadre-là. Mais c'est pas obligatoire, bien évidemment, c'est une décision du juge, et donc il faut le demander pour que le juge l'attribue. Qu'on soit bien d'accord, on est dans une procédure civile, et donc dans une procédure civile, le juge n'est saisi que parce que les parties demandent. Ce qui veut dire que si madame voulait une interdiction de rentrer en contact, qu'elle ne l'a pas coché sur son petit format de fichier, que l'avocat ne l'a pas demandé, et en tout cas que le juge ne l'a jamais entendu, il ne pourra pas la prononcer. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que par exemple les dossiers, en général, il faut qu'il y ait un juriste qui ait tous ces éléments-là. Même si le juge a envie de le mettre, s'il ne savait pas demander, il ne peut pas le mettre. La loi ne le permet pas. Donc interdiction de rentrer en contact. On a aussi une interdiction de paraître dans certains lieux. Donc par exemple, effectivement, l'interdiction d'aller au domicile. Ça peut être pratique. Et puis ça peut être pratique aussi d'autres interdictions dans les lieux. Je me rappelle une situation où il y avait une ordonnance de protection avant que la loi évolue. On avait une situation, madame avait une ordonnance de protection. Monsieur respectait, n'allait pas la voir. Il avait une interdiction d'aller au domicile. Il le respectait. Madame faisait du sport. Tous les mardis soirs, elle était dans son cours de sport. Monsieur s'était inscrit à la même salle de sport. Tous les mardis soirs, il était à la salle de sport, il faisait en sorte de ne pas aller la voir elle, de ne pas la croiser. Madame très souvent appelait la police en disant « mais il est là ». Et du coup, monsieur disait « je savais pas qu'elle était là, moi. Mon objectif n'était pas d'aller la voir, mon objectif était d'aller faire du sport ». Alors j'entends beaucoup de sourires, on est bien d'accord, hein, c'était un moyen de contrôle sur madame total. Par contre, la réalité, c'est qu'il n'y avait pas d'interdiction d'aller là, que des fois, juste avant qu'elle parte, il partait, enfin en tout cas, il s'arrangeait toujours pour qu'il surfe sur l'interdiction de rentrer en contact. Et du coup, effectivement, c'était compliqué. On a été obligé de refaire une saisine pour demander une interdiction d'aller dans cette salle de sport. Donc c'est intéressant de pouvoir se dire, il peut y avoir des interdictions d'aller à certains endroits, et des fois de réfléchir aux habitudes de vie de la personne, ça peut être utile. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut demander une interdiction de port d'armes. Parce que, oui, les armes circulent en France. Beaucoup de personnes ont des armes, tenues légalement ou illégalement, peu importe. Mais en tout cas, on peut demander une interdiction de port d'armes et qu'ils remettent l'arme à la police ou à la gendarmerie. Alors, quand c'est détenu légalement, c'est un peu plus compliqué, mais quand c'est tenu légalement, hein, ça peut être des gens qui, par leur métier, ont des armes. Hein, je pense notamment aux forces de l'ordre, tout simplement. Parmi les forces de l'ordre, il y a aussi des auteurs, et ils ne sont pas là en tant qu'auteurs, en tant que policiers, mais juste en tant qu'hommes. Donc ça, effectivement, ça va être intéressant d'avoir cette interdiction. Et puis après, on va avoir d'autres éléments qui sont hyper sympas, puisqu'on peut obtenir le logement. Alors tout à l'heure, ce matin, on parlait aussi des logements d'hébergement d'urgence, de centres d'hébergement. Il faut effectivement éloigner les victimes de leur logement. C'est aussi important pour les mettre en sécurité et en protection. Mais aussi, on peut aussi éloigner les auteurs, et en tout cas l'ordonnance de protection peut servir à ça, peut dire on attribue le logement à la personne qui est victime. Peu importe qui est le titulaire du bail ou le titre de propriété. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on peut arriver au point où la propriété est uniquement à monsieur. D'accord ? Madame n'a pas du tout le titre de propriété. Et en plus, on peut obliger monsieur à ce que ce soit lui qui paye. Mais lui, il est obligé de partir. Donc vraiment, c'est un dispositif, on peut aller très loin, entre guillemets, dans les obligations ou pas. On va statuer effectivement sur est-ce qu'il faut ou pas la question des enfants, la garde des enfants, hein, ça va être nécessaire de statuer dessus s'il y en a, bien évidemment. Et puis sur ce qu'on va être toutes les obligations financières dans le cadre d'un couple, notamment dans un couple marié. Tout ça, c'est des choses qui vont être effectivement possibles. On peut aussi dissimuler son adresse. Si madame s'est mise en protection, elle va peut-être pas demander le logement parce qu'elle s'est mise en protection, elle veut pas que monsieur connaisse son adresse, c'est mieux pour sa protection. Et du coup, elle va dissimuler son adresse. On peut demander au juge de dissimuler l'adresse. Et vraiment, on va loin dans la dissimulation de l'adresse puisque l'objectif, c'est que personne ne l'ait. Même le juge, des fois, enfin, le juge en général là, mais l'huissier va éventuellement pas l'avoir. On peut même modifier l'adresse par rapport aux listes électorales. Donc vraiment, on est sur une question de protection. D'où le nom. Ils ont peut-être été intelligents dans le nom. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autre là-dessus sur l'ordonnance de protection ? On va pouvoir demander l'aide juridictionnelle. Du coup, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est des choses du coup qui vont pouvoir se mettre en mouvement et permettre d'avoir cette ordonnance-là. L'ordonnance, par contre, on peut aller loin dans les mesures, et c'est des mesures qui sont même assez contraires à ce qu'on peut prendre d'habitude. C'est une mesure d'ordonnance qui est donc provisoire. Elle n'est valable que 12 mois maximum.
Ça, c'est la petite nouveauté de 2024, ce que j'ai entendu des 6 mois. Donc en 2024, elle a été quand il y a eu une modification de la loi, c'était 6 mois avant. Aujourd'hui, on est passé à 12 mois. Et on peut la prolonger, on va dire dans une situation, si je simplifie un petit peu. On peut la prolonger, en fait, si on saisit, pendant le temps où l'ordonnance de protection est là, si on saisit la justice, soit pour une demande de divorce, soit pour une demande sur la question de droit de garde et d'hébergement des enfants. Et donc dans ces cas-là, si on ressaisit le juge pour un dispositif plus classique, le temps que la justice soit saisie, l'ordonnance de protection effectivement continuera jusqu'à ce moment-là. Donc là, si on est sur des juridictions qui ont facilement 1 an d'attente, quand on est en Ile-de-France, on est facilement sur 1 an d'attente pour avoir une saisine du juge des affaires familiales, à ce moment-là, effectivement, l'ordonnance de protection continuera sans aucun problème. Par contre, vous êtes concubin, sans enfant, aucune raison de saisir un juge d'affaires familiales, ça ne s'arrêtera forcément au bout des 12 mois. Donc c'est aussi pour ça que les mesures à ce moment-là, imaginons, on est dans la situation que j'ai tout à l'heure, c'est monsieur le propriétaire, il a été évincé. Par contre, 12 mois plus tard, il redeviendra possibilité de revenir dans son logement et madame, vu qu'elle n'est pas propriétaire, elle devra en partir. Donc c'est aussi un temps qui doit être mis en œuvre pour continuer à mettre madame en protection et faire le nécessaire, soit dans les procédures judiciaires, soit dans la recherche d'hébergement, enfin peu importe en fonction de la situation. C'est en tout cas, il faut le réfléchir. L'ordonnance de protection n'est jamais une fin en soi. C'est un moment, effectivement, pour essayer de stopper, entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est pas ça qui stoppe directement les violences, mais en tout cas, c'est un moment de mettre un point sur la situation et de laisser un petit temps de pause à madame de respiration parce qu'il y a eu des interdictions et que normalement, monsieur n'est pas censé pouvoir l'approcher. Si jamais monsieur contrevient à ces interdictions, c'est une infraction. Il risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement du simple fait de ne pas respecter une des interdictions ou une des obligations qui aura été émise par le juge dans le cadre de l'ordonnance de protection. Donc c'est quand même un dispositif qui a un arsenal juridique qui est assez resserré pour essayer d'être attentif et vraiment d'être efficace. C'est pour ça que je dis qu'il est assez sous-employé encore aujourd'hui et qu'il faut effectivement aller encore un peu plus. Je pense qu'on a souvent tendance à se restreindre dans l'accès à l'ordonnance de protection en tant que professionnel. Pourquoi ? Parce qu'avant, la critère de l'immédiateté du danger ou de l'actualité du danger était apprécié encore de manière plus restrictive par les magistrats et donc on a aussi tendance à se dire que dès qu'elle part un peu trop longtemps, on ne veut pas faire la demande. Moi, j'ai envie de dire, il faut mieux des fois avoir peut-être des demandes de refus, tout en faisant attention, bien évidemment, et en discutant avec madame. Mais en tout cas, il vaut mieux essayer plutôt que de se dire non. À l'heure actuelle, on a un taux d'acceptation de 67% au niveau national. Donc, c'est pas trop mal. On pourrait aller mieux, mais plus on va se restreindre nous, plus on peut faire augmenter le taux d'acceptation parce qu'on va essayer de sélectionner les meilleurs dossiers. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer d'évoluer. Et c'est parce que, justement, la jurisprudence, elle est comme elle est, que la loi a évolué aussi au fur et à mesure. Au début, jamais il a été dit que la plainte était obligatoire, mais c'était pas écrit. On se rendait compte que les magistrats ne refusaient les ordonnances de protection quand il n'y avait pas de plainte. C'est-à-dire qu'ils en faisaient un critère qui n'avait jamais été écrit dans la loi. Quand la loi a évolué, elle a écrit noir sur blanc, la plainte n'est pas obligatoire. Donc on a fait aussi des pratiques font évoluer. Ce qui répond aussi indirectement à une des questions de ce matin quand c'était qu'est-ce que vous faites vous les associations. En fait aussi ce qu'on va faire, même si effectivement nos fédérations nationales font du plaidoyer, ce qui a été répondu est plus qu'exact, mais il y a aussi le terrain qu'on fait au quotidien qui font un peu changer les pratiques parce que on permet d'avoir des nouvelles jurisprudences, on permet effectivement d'avoir des nouvelles pratiques et que c'est aussi le terrain qui fait remonter des fois les fonctionnements. Et le rapport qu'on évoquait ce matin, ASIF, de la magistrate Gwenola Jolicaude et du magistrat Éric Corbeau, c'est exactement ça, c'est faire remonter ce qui fonctionne du terrain pour l'extrapoler. Donc effectivement, c'est aussi quelque chose qui va être extrêmement, extrêmement important. L'ordonnance de protection a également un autre avantage, c'est qu'il permet l'accès à un titre de séjour. Donc c'est aussi quelque chose d'assez intéressant et nous des fois on l'utilise. Alors attention, en fait, pas faire une ordonnance de protection que pour avoir un titre de séjour, mais si on répond aux critères, il ne faut pas hésiter, ça permet effectivement d'avoir accès à un titre de séjour. Et en théorie, dans la loi, il y a toujours un décalage entre ce que la loi le dit et ce que la pratique fait, mais dans la loi, c'est un titre de séjour qui est ce qu'on appelle de droit. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il y a une ordonnance de protection, normalement, la préfecture n'a pas besoin d'apprécier la situation, il doit automatiquement délivrer. Je ne parle pas de délai quand je parle d'automatiquement. Parce que là, c'est une autre... je ne m'aventure pas sur cette question-là, trop d'enjeux, trop glissant. Mais en tout cas, effectivement, normalement, comme c'est un titre de séjour de droit, il n'y a pas besoin d'apprécier la situation pour oui ou non octroyer la décision. Le simple fait qu'il y ait une ordonnance de protection doit permettre. Encore une fois, c'est ce que dit la loi.
Je sais bien que les pratiques sont plus complexes que ça. Avec une exception à ce que je viens de dire, sinon c'est pas drôle, c'est pour les situations des femmes algériennes, puisque les femmes algériennes ne répondent pas, peut-être pour ceux qui ont l'habitude, ne répondent pas à ce qu'on appelle le CESEDA, le code de l'entrée au séjour, mais répondent. Bon, alors, qu'est-ce que ça va devenir? Là, je ne sais pas, puisqu'on a un gouvernement qui a modifié des choses, enfin, qui fait des petites dénonciations, donc on ne sait jamais où on est, mais en tout cas, il y a un accord franco-algérien qui régit effectivement les règles de séjour, et donc cet accord franco-algérien, il n'est rien prévu par rapport aux violences. Donc, ce que je viens de vous dire sur l'ordonnance de protection ne peut pas, est dans le CESEDA, donc il ne peut pas s'appliquer aux femmes algériennes. La seule chose qu'on a, c'est une circulaire qui dit, pour les femmes algériennes, faites comme pour le CESEDA, appréciez pour que le titre de séjour soit délivré. Bon, là, pour le coup, on n'est plus sur quelque chose de droit, mais on est qui est quelque chose qui est laissé à l'appréciation, effectivement, des préfectures, donc avec un risque un petit peu plus complexe. Donc c'est pour ça que les situations ne sont pas toujours aussi simples, mais il est aussi important de se dire que le droit le permet quand même, parce que c'est parce qu'il y a des pratiques, et notamment sur ces questions-là, moi je l'ai souvent vu, des pratiques en préfecture, et plein de préfectures confondues, donc j'en désignerai aucune spécifiquement, mais plein de préfectures qui refusent des fois des titres de séjour avec des motifs qui ne sont pas valables, et quand vous faites, à ce moment-là, vous saisissez le tribunal administratif, on obtient gain de cause, parce qu'en fait les préfectures ne respectent pas forcément les droits toujours sur ces questions-là. Donc il vaut mieux, effectivement, il faut pas l'oublier. Ça reste des procédures, ça reste long, ça reste bien évidemment difficile, ça résout pas les situations pour les personnes, on est bien d'accord. Moi, là, quand je vous dis ça, je me place d'un point de vue juridique, et la réalité juridique et la réalité de vie des gens est pas toujours aussi simple. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les ordonnances de protection. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des personnes, à les orienter vers des professionnels du droit pour qu'elles soient aidées, accompagnées. Vous avez une permanence gratuite tous les jours au tribunal judiciaire de Paris. Donc il ne faut pas hésiter. Vous avez plein de tribunaux qui ont ces initiatives. Je ne connais pas toutes les permanences de tous les tribunaux d'Île-de-France, mais en tout cas, j'en connais plusieurs, et plusieurs ont des permanences en général liées à l'ordonnance de protection. Il y a souvent des dispositifs parce qu'on a besoin d'agir dans l'urgence pour justement, effectivement, essayer de dire stop aux violences. Bien, merci Émilie pour cet éclairage et pour ce rappel des procédures et surtout des conseils qui ont accompagné ce rappel des procédures. Donc à vous pour poser des questions. Donc là, juste. Elle est à côté. Okay. Alors, s'il y a une OP et que, c'est pour 1 an. Les titres de séjour ne sortent plus en 1 an. Voilà. Donc, comment on fait? Parce que pour le coup, entre-temps, la personne sera toujours sans droit. 1 an plus tard, elle n'a rien, ni titre de séjour. L'OP saute. Dans le cas où il n'y a pas une autre saisie en même temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, si elle a fait sa demande dans le moment où elle avait l'OP, normalement, ça ne pose pas de difficulté. Et si l'OP a expiré au moment de l'étude de la demande, c'est pas censé poser de difficulté. Encore une fois, je vous dis ce que disent les textes, je ne vous dis pas forcément ce qui se passe en vrai. Mais je préfère me baser sur les textes plutôt que forcément sur la pratique, parce que, encore une fois, la pratique n'est pas toujours conforme au texte. Donc effectivement, l'expiration de l'ordonnance de protection, quand elle dépose la demande, l'ordonnance de protection est en cours, même si au moment où il y aura la réponse à la demande, effectivement, je suis bien d'accord avec vous, il y a de fortes chances que l'ordonnance de protection est expirée. Normalement, ça doit être accepté, ça fonctionne de la même manière que si l'ordonnance de protection existait toujours. Et vous avez même dans le texte du CESEDA, on va même un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que si monsieur a été condamné par rapport aux violences qu'elle avait dénoncées dans le cadre de l'ordonnance de protection, elle a quand même multiplié les procédures. On est bien d'accord qu'on est sur une victime qui est au taquet et qui accepte de faire tout ça avec une justice qui a répondu. Donc ça, il y a quand même un fil pénal. Même si l'ordonnance de protection n'existe plus, c'est toujours un droit pour avoir le titre de séjour. Donc il y a quand même des recours qui peuvent être faits. Il y a quand même des choses à essayer, ouais. Okay. C'est bien ça. Là. Merci. Bonjour, j'ai une question, notamment une fois que les 12 mois sont passés, si monsieur recommence les violences, en tout cas qui recommence à vouloir poursuivre madame ou être trop présent,
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que madame peut ressaisir une demande de protection? Complètement. À partir du moment où les conditions sont réunies, on peut ressaisir une demande de protection. Moi, j'en ai vu des situations où monsieur a eu plusieurs fois des ordonnances de protection contre lui de la part de de la part de la justice, mais c'est la même personne qui faisait les demandes. Donc ça, c'est complètement possible. Ça, par contre, c'est quand même un critère de... Alors, ça veut dire que potentiellement, il arrive à respecter, parce que s'il ne respecte pas pendant l'ordonnance de protection, il vaut mieux prévenir tout de suite, parce que là, ça tombe sur une infraction. Et encore une fois, ça montre, par contre, pour le coup, c'est un critère de dangerosité qu'il va falloir prendre en considération. Très clairement. Mais on l'a, parce que des fois, une fois qu'il n'y a plus l'interdiction de rentrer en contact, monsieur retourne au domicile, madame aussi, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a eu ça, c'est pas parce qu'il est parti domicile que les questions d'emprise ne jouent pas, et que la question qui a été évoquée des allers-retours, si on ne fait pas les accompagnements nécessaires, n'existe pas. Et donc effectivement, des fois, c'est même madame qui lui ouvre la porte et qui lui dit « vas-y, reviens », mais c'est pas pour ça que les violences ont cessé, donc on peut ressaisir. Nouveau fait, entre guillemets, pas de problème pour ressaisir. Oui, pardon. Je travaille en PMI, je suis sage-femme, et donc la question des enfants autour de l'ordonnance de protection, vous n'en avez pas parlé. Moi, il me semblait qu'il fallait... Enfin, vous avez spécifié que c'était une procédure civile et que c'était le demandeur qui devait finalement remplir le contenu de cette ordonnance. Il me semblait que la question justement de l'exercice de l'autorité parentale devait être vraiment explicitée par le demandeur, et que notamment en ce qui concernait l'exercice plein, ou je ne sais plus comment on a... L'exercice de l'autorité parentale. Voilà, plein par la maman, devait être demandé explicitement. Sinon, effectivement, elle devait présenter l'enfant, et on sait que autour des rencontres et de la présentation des enfants, les violences s'expriment à nouveau. Oui, en fait, effectivement, l'ordonnance de protection permet de se prononcer sur la question de l'autorité parentale, mais on est bien d'accord, c'est pour ça que je précisais bien, il faut en faire les demandes. Si on ne fait pas la demande, et qu'on ne fait pas la demande non plus, parce qu'on peut aussi demander l'interdiction de rentrer en contact avec les enfants avec une autorité parentale exclusive à madame, ça c'est magnifique, et c'est ça ce qui laisse le plus en protection madame et les enfants. Mais si la demande n'est pas faite, effectivement, c'est un risque d'avoir un trou entre guillemets dans la décision judiciaire, mais qui n'est pas forcément lié à la justice et au magistrat, mais qui peut être lié parce que la demande n'a pas été faite. C'est encore pour ça que je précisais au début que ça reste une procédure judiciaire, il faut le savoir, que même si l'avocat n'est pas obligatoire, il est quand même conseillé, et qu'effectivement on a le moyen d'avoir un avocat gratuitement avec l'aide juridictionnelle, parce qu'effectivement c'est ce genre d'oubli qui peut être difficile. Moi j'ai déjà vu des ordonnances de protection avec rien de particulier précisé pour les enfants, souvent par un oubli effectivement de départ, avec une interdiction de rentrer en contact avec madame. Ce qui veut dire que là, il n'y a même pas de règles fixées pour les enfants. Donc monsieur peut garder H24 les enfants s'il veut. On est exactement de la même manière quand il n'y a pas de décision de justice. Donc oui, il faut bien faire la demande. Et elle pourrait le faire dans un deuxième sens, c'est-à-dire qu'elle omet de le faire, et au décours d'une présentation où il se montre violent ou agressif, peu importe, est-ce qu'elle peut saisir à nouveau le JAF et demander que ce soit ajouté ? C'est assez compliqué. Ah oui, d'accord. Alors, je dirais pas que c'est impossible. Il faudrait voir pour éventuellement faire une demande incidente, mais ça reste honnêtement plus compliqué d'essayer de le faire. Il faut vraiment pour le coup avoir des nouveaux faits. C'est-à-dire que si juste il fait rien, mais ou elle en a peur, ou elle s'en rend compte après, on pourra pas ressaisir. Autant la question d'avant, c'est il y a des nouveaux faits, on ressaisit, il y a pas de problème. Autant il n'y a pas de nouveaux faits, on peut pas ressaisir le juge pour des faits déjà jugés. C'est pas possible. Donc là, ce que vous me dites, effectivement, c'est il y a un passage à l'acte. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il se voit. Et donc, du coup, il y a une interdiction de rentrer en contact avec madame. Donc, on peut jouer là-dessus. Voilà, nécessairement, elle est obligée de lui présenter les enfants, sinon il peut l'attaquer pour... Non. Ah bon ? Non. Ah non, s'il n'y a pas de décision de justice dans le cadre de l'ordonnance de protection sur le droit de visite et d'hébergement, ni madame ni monsieur n'ont plus de droits l'un sur l'autre. Donc autant je disais monsieur peut le garder H24, mais madame peut garder les enfants H24. Il faudra que lui, dans ces cas-là, saisisse le juge d'affaires familiales, mais ça, c'est pas obligé, elle, dans ces cas-là, de le faire. Elle empêche monsieur de voir les enfants au motif qu'il y a des violences et qu'il n'a pas de droit à voir les enfants tous les dimanches, tous les samedis, un week-end sur 2, etc. Parce qu'il n'y a pas de mesure non plus dans ce sens-là. Donc il faudra voir s'il y a des décisions ou pas autres éventuellement, mais il faudra jouer un petit peu. Vaut mieux y penser que ce soit déjà décidé, on est tranquille. Hein, mais Moi j'avais une question. Je suis là. Merci. Qui se rapporte à peu près à cette question-là. Moi j'ai accompagné une personne que j'ai mis en sécurité dans un autre département, sauf que le mari est parti dans le même département. Il y avait eu justement une urgence de protection pour la femme, mais pas pour les enfants. Et en fait, le monsieur demande à rencontrer les enfants.
mais dans un espace médiatisé. Sauf que quand il rencontre les enfants sont mal à l'aise. Est-ce qu'aujourd'hui, madame peut demander une protection pour les enfants? Alors là, je ne répondrai pas sur une situation très précise. En fait, parce que j'aurais plein de questions à vous poser pour être sûr d'apporter une réponse juridique exacte. Et que c'est pas le lieu de dévoiler toute la situation de madame. On peut en parler éventuellement après, mais je ne ferai pas une consultation juridique directement, parce que là, dans ce que vous me dites, il manque moi des éléments très clairement pour vous répondre oui ou non. Parce que déjà, s'il y a des visites médiatisées, les visites médiatisées, vous n'y allez pas de vous-même. Il y a déjà eu éventuellement quelque chose qui s'est fait avant avec le juge. Donc il y a plusieurs questions effectivement à voir sur une situation comme ça. Par contre, la réalité, c'est que les enfants qui sont exposés aux violences sont victimes des violences conjugales. Donc c'est normal qu'ils soient mal à l'aise. Un homme violent est un mauvais père. Est un père qui fait du mal à ses enfants. Donc c'est normal que les enfants soient mal à l'aise, d'où pourquoi il faut y faire de plus en plus attention. C'est un sujet qui est en train un peu d'être pris en compte aujourd'hui de plus en plus, on va dire, dans notre société, mais il faut reconnaître le statut des enfants et leur statut de victime des violences conjugales, au-delà de ce qu'ils sont victimes sur leur propre chair directement. Moi, je souhaite vous poser une question au sujet de... Je suis là. Ah voilà, merci. Je suis là. En fait, vous soulignez votre aspect juridique de cet accompagnement, mais en fait, comment vous composez avec les associations, avec les d'autres personnes dans l'entourage des psychologues, parce qu'en sachant qu'une femme, quand elle rentre dans cette procédure, très souvent, vous le dites, elle ouvre toute seule la porte de monsieur, il dit « je t'aime, tu reviens ». Et en fait, c'est un cycle qui se répète pendant 20 ans et parfois elle arrive, et parfois elle n'arrive pas, on le sait. Mais comment en fait vous composez en fait cet aspect juridique avec l'aspect psychologique et comment vous travaillez en fait un réseau pour que vous puissiez mettre en place l'accompagnement? Alors, en fait, je vais essayer les CIDFF au sens large, mais le CIDFF de Paris s'en occupe aussi. On fait de l'accompagnement dans sa globalité. Donc, sur Nous Paris, on a une psychologue qui travaille en partenariat avec nous, par exemple. Donc, ça peut être en interne. Et il y a plein de CIDFF qui ont des psychologues en interne. Certains ont même des travailleurs sociaux. Enfin, on a plusieurs types de professionnels. Donc, on fait un accompagnement global. On va accompagner madame. Et même si c'est un juriste qui reçoit, le juriste, effectivement, n'a pas qu'une posture juridique pure. Là, moi, quand je vous évoquais le droit, on se raccroche effectivement au droit. Il est important. N'oubliez pas oublier le droit. Hein. On disait comment on fait évoluer nos politiques publiques, mais quand il y a des lois dans le sens, si on les respecte pas ou qu'on les lit pas, ça va être compliqué. Par contre, effectivement, on va prendre dans sa globalité. Donc nous, on va faire ce qui est dans notre périmètre et notre champ d'action. Donc sur Paris, effectivement, on est un peu plus centré sur le juridique parce qu'il y a beaucoup de structures. Sur d'autres départements, pour moi, avoir bossé dans d'autres CIDFF, on a des fois un périmètre d'action qui est beaucoup plus large. Il y a même un CIDFF qui a des éducateurs de jeunes enfants pour la prise en charge des enfants. Donc dans les CIDFF, ça va dépendre de la réalité du territoire et des autres associations qu'il y a. Et après, on va travailler en partenariat avec toutes les associations qui sont nécessaires. On ne peut pas, et pour moi, c'est toujours, ça fonctionne comme ça, c'est comme ça qu'on peut aider les femmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en charge seule une situation. On doit chacun agir dans son champ de compétences parce qu'on a chacun des compétences justement qui sont complémentaires et qui vont aider madame. Il faut juste trouver la bonne équation entre chacun son champ de compétences et trop de professionnels qui noient madame et elle ne sait plus où aller. Hein, faut bien, je fais la part des choses entre les deux, mais nous on va travailler sur le territoire avec des associations sur Paris, le phare, HAFB, qui sont des associations. Ce matin vous avez la Fédération nationale solidarité femmes qui était là, on va travailler en lien avec eux si nécessaire. Ils ont les centres d'hébergement, ils ont de l'accompagnement social que nous on n'a pas. Donc en fait on va voir en fonction du besoin de la personne. Il faut toujours tisser une toile autour de madame de soutien. Moi j'ai une question. Oui, Il y a quelqu'un, oui, donc il est prioritaire. Allez-y. Il a des yeux là. Donc. Oui, bonjour. Xavier Follin, je suis assistant social sur une MDS du 11e arrondissement. Aujourd'hui, les délais pour accéder au CIDFF, c'est combien? Parce que j'étais embêté, moi, à un moment donné, notamment sur le TGD. Alors, question qui fâche, bonne question.
Les délais vont varier selon sur pourquoi vous avez besoin de venir nous voir. Parce qu'en fait, effectivement, je dis, on a plusieurs dispositifs. Donc, sur une permanence, on n'a que des permanences sans rendez-vous. Et donc, au premier rendez-vous, alors là, honnêtement, j'ai pas regardé le planning cette semaine, j'étais jamais au bureau. Mais en général, sur un rendez-vous avec un juriste, dans un point d'accès au droit, une MJD ou sur notre siège, en une semaine, 10 jours, on arrive à avoir des rendez-vous quelque part. Si vous évoquez sur une évaluation de téléphone grave danger, effectivement, ça peut être plus long, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va dépendre de la saisine du parquet, de nos liens. Et après, de manière très bête, on manque cruellement de moyens et donc on manque de personnel. Enfin, on est au complet des financements qu'on a. Mais malheureusement, par rapport au nombre de saisines, nous, actuellement, sur Paris, alors on a 93 téléphones grave danger qui sont disponibles et on a en moyenne 150 personnes, ce qu'on appelle en file active, pour la simple et bonne raison que des femmes qui ne bénéficient pas du téléphone grave danger, on les accompagne de la même manière, parce que des fois, elles ne l'ont pas pour des raisons qui sont indépendantes de leur volonté, ou elles ne veulent pas le téléphone. C'est très complexe, des fois, le téléphone pour certaines victimes, ou elles ne sont pas en capacité d'appuyer sur le téléphone simplement, donc autant ne pas leur donner. Mais nous, on fait l'accompagnement derrière de la même manière. Donc effectivement, c'est malheureusement trop de situations par rapport au financement qu'on a pour embaucher le nombre de personnes qu'il faudrait pour répondre correctement. Donc oui, des fois, sur les évaluations, on peut avoir un petit peu de délai d'attente. Bonjour. Je suis là. Moi, je suis travailleuse sociale dans un accueil de jour pour des familles et des mères isolées. Et parmi ces mères isolées, on a des femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui sont algériennes. Donc, vous avez abordé la question des femmes algériennes. J'ai pas bien entendu, en fait. Je voulais vous demander si c'était absolument impossible qu'elles obtiennent un titre de séjour via cette ordonnance de protection, ou si vous avez vu des cas aboutir à la délivrance d'un titre, ou si vraiment c'est impossible, est-ce qu'elles ont d'autres possibilités Alors, oui, j'ai vu des situations où ça aboutit. Un peu de positivité, ça fait du bien aussi. En fait, je disais, l'ordonnance de protection de base dans le texte, c'est de droit. C'est juste que pour les femmes algériennes, ce n'est pas de droit. C'est laissé à l'appréciation de la préfecture. Donc du coup, mais en fait, il n'y a pas concrètement, malheureusement, les femmes algériennes n'ont pas un texte dans l'accord franco-algérien qui permettrait effectivement de leur obtenir, par rapport aux violences, au-delà de l'ordonnance de protection, mais même par rapport aux violences, quelque chose qui est de droit. Ce n'est qu'une circulaire qui demande au préfet d'appliquer le CESEDA, ou en tout cas d'être plus gentil et plus cool dans l'appréciation des situations. Donc j'ai pas un autre texte que je pourrais vous donner en vous disant vous inquiétez pas, ça a marché par là. Ouais. Oui, ça fonctionne, mais effectivement c'est un peu plus compliqué. Sur les ordonnances de protection, c'est quand elles l'ont, c'est quand même un peu plus, c'est plus facile. C'est quand c'est juste alléguer les violences où là effectivement plusieurs fois j'ai vu des refus malheureusement. D'accord. Donc ça se tente et c'est à l'appréciation de la préfecture. C'est ça. Laquelle elle c'est ça. Après, faudrait aller voir un peu de jurisprudence parce que honnêtement, on n'est pas spécialisé nous après sur la question effectivement du droit des étrangers. Donc, en général, on va passer le relais justement de parler à d'autres juristes qui sont spécialisés droit des étrangers. Mais pour moi, ça se tente. Ok. Merci beaucoup. De rien. Tout à l'heure, toujours une question. Hein. Ah là, oui. Tout à l'heure, donc, tu nous as dit qu'il y a 67% des demandes qui sont acceptées. Donc, le tiers restant, quels sont les motifs? Jackpot. Alors, dans le tiers restant, vous avez une partie des demandes en fait qui n'aboutissent pas parce que les règles, pour le coup, de procédure ne sont pas respectées. Donc, en fait, la demande est irrecevable. Donc, c'est pas une question de fond. Il y a une partie, c'est une question de plus de forme. Le droit demande et nécessite des formes. Même si je vous disais ça a été simplifié, il y a quand même encore des règles à respecter. Et puis après, alors c'est un peu, pour l'instant, honnêtement, c'est un peu difficile de répondre parce que moi, pour le coup, j'ai une vision qui est un petit peu limitée à ma vision et à l'exercice que moi j'ai l'habitude de pratiquer. Donc souvent effectivement ce qu'on voit le plus souvent c'est effectivement l'actualité du danger qui est pas toujours, ou des fois un manque d'éléments de preuve sur l'ensemble des violences. C'est quand même les deux éléments qu'on voit le plus. Par contre, on a notre fédération nationale qui est en train de mener une étude sur les ordonnances de protection, sur la pratique au niveau national, étude qui devrait sortir en fin d'année, donc là, incessamment sous peu. À la rigueur, quand je l'aurai, je vous la transmettrai, et ça permettra d'avoir une vision un peu plus large de la pratique et de l'étude que ça peut donner, du coup, aussi au niveau national. Mais effectivement, c'est un mix, en fait. L'OP, elle protège à l'extérieur du pays aussi? Ou... Dans quel sens?
Vacances, voyage parce que travail, visite du pays. La protection dans quel sens? Ça veut dire si la violence elle se fait à l'extérieur. Si monsieur a la gentillesse d'aller suivre madame. Si monsieur suit madame. En fait, l'ordonnance de protection ne va pas forcément avoir vocation à s'appliquer dans le pays où elle va. Pour ça, il va falloir voir l'ensemble des accords bilatéraux entre le pays où madame est et la France. Donc potentiellement, c'est pas, il va pas forcément l'ordonnance de protection n'est pas une procédure qui va s'appliquer au pays où elle est. Ça, des fois, je pourrais répondre oui, des fois non. Par contre, effectivement, s'il va dans le même pays, qu'il l'agresse dans le pays, quand il revient en France, il n'aura pas respecté l'interdiction de rentrer en contact avec madame. Donc, en fait, en France, l'ordonnance de protection sera toujours valable. Par contre, elle ne pourra pas forcément faire valoir des droits dans le pays où elle se trouve. C'est pour ça que je dis dans quel sens en France. Oui. On va dire aller partir en vacances. Bizarrement, il va au même endroit de vacances, comme c'est étrange. Il rentre, elle rentre. Je crois qu'il marche pas. Non, il n'y a pas de... Vous touchez à rien, juste vous parlez. On entend. Donc voilà, si elle rentre en France et qu'il rentre en France, c'est pas nécessairement pour faire valoir ses droits sur un autre sol, un autre territoire. Oui, en France, oui. C'est pour ça que je dis dans quel sens. Tout à l'heure, c'est savoir où faire valoir ses droits. Oui, en France, tant que l'ordonnance de protection est valable, il n'y a pas de souci. Mais il faudra qu'elle rentre, du coup, madame. Par contre, quand on a, au cas où, au pays, imaginons monsieur est dans son pays et puis lui vole l'ensemble de ses papiers, etc. Et elle est, du coup, c'est une femme étrangère, du coup, donc elle n'a pas de pièce d'identité pour rentrer. Le fait d'avoir une ordonnance de protection et encore plus qu'elle ait un titre de séjour en général, ça lui permet d'avoir un visa retour. Donc si jamais il lui vole ses papiers au pays, elle peut aller à l'ambassade, demander un visa retour qui lui permettra de revenir en France. Petite question. Concernant les ordonnances de protection sur les enfants, on est bien d'accord que ça prime sur les ordonnances du JAF qui ont été prises en amont. Si vous avez une décision JAF d'un droit de visite et d'hébergement et qu'ensuite il y a une ordonnance de protection, c'est ça? Oui. Oui. Et en attendant, par exemple, si le JAF il a été saisi trop tard et que du coup l'ordonnance de protection fait plus foi, en attendant, madame, elle a des solutions ou pas? Alors, si elle saisit le juge aux affaires familiales pour une question de ce qu'on appelle un DVH, le droit de visite et d'hébergement, et qu'elle le saisit après les 12 mois d'ordonnance de protection, c'est ça? Ou juste avant que ça se termine, surtout? Alors, si c'est juste tant que c'est pas terminé l'ordonnance de protection, automatiquement, les mesures d'ordonnance de protection sont renouvelées jusqu'à la décision du JAF. Donc, si 3 jours avant, elle saisit, effectivement, elle bénéficiera des mesures d'ordonnance de protection jusqu'à la décision du JAF concernant le droit de visite et d'hébergement. Par contre, si elle le saisit après, il n'y a plus d'ordonnance de protection. Résultat des courses, elle est comme s'il n'y en avait plus. Ou comme s'il n'y en avait pas du tout. Ok, merci. Bien. Encore oui. 2 questions. Désolée. D'abord, merci pour votre intervention et sa qualité. C'était vraiment précieux. Et merci aussi d'avoir rappelé que cette ordonnance de protection est à l'appréciation du juge. Du coup, vous nous encouragez en tant que professionnel à interpeller le parquet. Et quand on l'interpelle, est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant ou les déclarations, rapporter des déclarations de madame de violence psychologique suffisent dans cet écrit? Alors, attention, à interpeller le parquet, ça veut dire que vous faites, dans ces cas-là, quand vous me dites ça, c'est que vous pensez à un signalement article 40 ? Non. Vous pensez à quoi? Plutôt une note sociale à verser au dossier pour dire ce qui a été vu en entretien. D'accord. En fait, pour moi, c'est ce que j'estime être un témoignage. Et dans ce cas-là, vous le donnez à madame et c'est elle qui le fournit dans son dossier. Donc, on n'est pas en lien direct à interpeller le tribunal. Mais par contre, si vous faites une attestation, faites une attestation sur tout ce que vous avez pu voir, constater. Plus elle est complète, mieux c'est. Tout en étant... Je sais que chacun, en fonction de sa fonction, de sa structure, tout le monde ne fait pas les mêmes attestations et ne laisse pas la même possibilité d'expression aux professionnels. Je suis pas là pour en débattre si c'est bien ou si c'est pas bien. En général, c'est qu'il y a des réalités aussi d'exercice et de confidentialité qui peuvent exister. Donc en fait, plus vous en écrivez, mieux c'est. Je vais dire ça comme ça. Du moment que ça va dans le sens de madame, toujours pareil. Faisons les choses pour protéger madame. Bon, la dernière. Voilà.
Bonjour, je voulais juste rebondir sur la question de tout à l'heure, une petite précision. Dans le cas d'une femme qui va fuir son pays pour fuir les violences conjugales, est-ce que l'ordonnance de protection peut être dirigée envers le conjoint qui est resté au pays, et où est-ce qu'il peut avoir, je ne sais pas, une interdiction de rentrer sur le territoire français? Alors, bonne question. Hein. Plus on me fait réfléchir. Je pense pas que ce soit possible de saisir en soi. En fait, j'ai peur que le juge... Enfin, après, là, je le fais un peu à ce que je pense, donc je vous garantis pas à 100% ma réponse. Mais dans la question du danger immédiat, si elle a mis des centaines, des milliers, selon le pays, de kilomètres entre les personnes, je ne sais pas si le magistrat estimera qu'il y a un danger. C'est ça qui me fait me poser la question, en fait. Parce qu'elle, si elle est en France, voilà. Mais sur le danger actuel... J'ai un peu peur qu'on se dise, en fait, il n'y a pas de danger, parce qu'il faut qu'il fasse 3000 km. Alors, il peut le faire, on est bien d'accord. Hein, ce ne serait pas impossible. Le souci, c'est qu'effectivement, c'est ce que je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon, selon les décisions, pour que ça s'applique, par contre, le fait de faire une interdiction de rentrer sur le territoire, ça n'existe pas, c'est pas une possibilité en termes qui est prévue dans le code pour un juge d'affaires familiales, dans ce cadre-là. Donc, ça, il ne peut pas le mettre. Donc au pire, s'il dit oui, elle aura à la rigueur il aura une interdiction de rentrer en contact, une interdiction de venir au domicile, etc. Mais par contre, si elle le fait, il faut qu'elle pense à dissimuler son adresse, parce que ça veut dire qu'elle est partie se mettre en protection carrément dans un autre pays, donc il a peut-être pas l'adresse. Donc du coup, pensez à bien dissimuler l'adresse, sinon monsieur, quand il reçoit les documents, c'est cool, on lui a donné une information essentielle, oui madame. Voilà, donc en soi, l'interdiction de rentrer venir dans le pays, non. Alors, je dis à ma connaissance, et là, je ne mettrai pas ma tête à couper, mais à ma connaissance, dans les seuls moments où c'est possible, c'est effectivement en question d'expulsion des personnes, dans le cadre des OQTF, où on peut effectivement avoir une interdiction de revenir sur le territoire. Je ne crois pas que sinon la justice va... ou alors dans le cas d'une condamnation pénale, mais on est dans le cas d'une expulsion. Je ne sais pas si on a déjà des interdictions que quelqu'un rentre dans le territoire de base, parce qu'en fait, pour revenir dans le territoire, dans tous les cas, en théorie, il va lui falloir effectivement un visa. Un visa pour madame ou pour monsieur ? Lui, s'il veut venir, lui. Pour madame aussi, si elle est venue, hein, mais si lui, il veut venir, il est censé en avoir. Hein. Donc en fait, après, c'est pas les mêmes structures, et pour le coup, c'est plus les mêmes lois. La justice, elle aime bien les silos. Hein. Alors, c'est des avantages, ça a des inconvénients. Mais donc je pense que je suis pas sûre que ça fonctionne. Peut-être à tester pour voir ce qui serait dit, hein, mais pas sûr que ça fonctionne. Bien, merci Émilie.